Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo d'avant-match Clermont Foot 63 face à Olympique Lyonnais. Avant-dernier match de la saison, en tout cas en Ligue 1. On va aborder pas mal de sujets dans cette vidéo puisque je vais faire un débrief des conférences de presse. Alors je vous rassure, ça va aller vite pour Maitland Niles, qui est quelqu'un, il faut bien le dire, de très calme. Alors c'est très bien sur le terrain, mais en conférence, je vous avoue que c'est pas la folie. On aura ensuite des briefs de la conférence de Pierre Sage qui nous a dit des choses, je pense, importantes pour le match. Et ensuite, on parlera de deux situations très importantes. La gestion des cartons jaunes. Je vais expliquer un petit peu ce qui se passe pour les cartons jaunes. Pourquoi est-ce que certains joueurs ne seront peut-être pas titularisés dans ce match pour les préserver. Vous allez voir, il y a une règle un petit peu particulière au niveau des cartons. Je vous proposerai également ma compo, justement en partant du principe que je vais faire reposer certains joueurs. Alors attention, s'ils ne sont pas titulaires, ça veut pas dire qu'ils ne seront pas sur la feuille de match, donc ils pourront rentrer en cas de nécessité. Et ensuite, je vais voir par rapport au match restant, puisque certaines équipes autour de nous, vous le savez que notre objectif c'est de finir 7e, mais vous allez voir que on a une possibilité réelle même de finir 6e. Alors on a une possibilité aussi de finir 8e ou 9e si on ne fait pas le travail contre Clermont et Strasbourg. Mais je vais vous proposer un petit tableau avec donc les matchs restants de ces trois équipes, les points, on va dire prévisibles. Après ça reste du foot, il peut se passer des choses un petit peu surprenantes. Et vous allez voir à quelle place, selon moi, nous pouvons finir en cette fin de saison. Alors Maitland Niles, oui, je passe rapidement parce qu'il n'a pas dit grand-chose de très intéressant. Il a été interrogé sur l'évolution de l'Olympique Lyonnais cette saison, l'apport des remplaçants. Donc bon, des réponses relativement convenues. On a un bon banc, ça permet de maintenir de la qualité, ça permet d'avoir un second souffle en deuxième mi-temps. Il a été interrogé évidemment sur son penalty contre Brest. Je vous rappelle que c'est lui qui met le but de la victoire, 4-3. Donc évidemment, un gars tranquille, un gars qui dit qu'il s'est très bien intégré à la ville, qu'il est content de sa saison, d'avoir joué beaucoup de matchs, d'avoir été titulaire, d'avoir gagné sa place. Et il apprécie également le capital sympathique au fur et à mesure. Il a réussi à glaner auprès des fans, il faut le dire, c'est la vérité. Au début, alors il est arrivé vraiment hors de conditions physiques, une vraie statue sur le terrain. Et c'est vraiment le match à Monaco qui nous a montré qu'il avait encore quelque chose dans les jambes. Il a fait une accélération de ouf avant d'aller servir Jeffinho qui nous donne la victoire et les 3 points. Donc bon, je n'insiste pas plus longtemps sur l'ami Maitland Niles. D'ailleurs, vous verrez que moi, personnellement, je le mettrai titulaire, même s'il fait partie de ceux qui sont sous la menace d'un carton. Alors Pierre Sage était attendu, puisqu'il y a quand même des sujets importants, justement cette histoire des cartons que je vais vous expliquer avant que l'on passe à Pierre Sage. Tout simplement, figurez-vous que quand on prend un carton en Ligue 1, on n'est pas suspendu pour le match qui suit, on est suspendu pour le match en compétition française, donc Coupe de France ou Championnat, qui suit la réunion, la semaine qui suit la réunion de la commission de discipline. Donc si vous prenez un 3e carton sur 10 matchs face à Clermont, vous n'êtes pas suspendu pour Strasbourg, puisque la commission de discipline va se réunir la semaine qui suit. Et donc vous serez suspendu pour la compétition française de la semaine qui va donc suivre, c'est-à-dire la Coupe de France. Donc si vous prenez un carton jaune contre Strasbourg, vous serez suspendu à la reprise de la saison prochaine. Alors que si vous prenez un carton jaune contre Clermont, alors je ne sais pas si j'ai dit rouge ou jaune sur la première truc, mais en tout cas je parle de carton jaune. Si vous prenez un carton contre Clermont, vous êtes suspendu pour la finale de la Coupe de France, puisque ce sera la compétition française qui aura lieu la semaine qui suit la réunion de la commission de discipline. Ce n'est pas le cas, par exemple, si vous prenez justement un carton rouge, où là, vous êtes suspendu pour le match qui suit. Alors, on va voir les joueurs qui sont concernés par ça. Et il y en a beaucoup. Il y a Saïd Benrahma, il y a Lacazette, il y a Nuama, c'est quand même nos 3 attaquants titulaires.
Tolisso qui est milieu de terrain titulaire depuis quelques matchs. Et puis, il y a 2 joueurs qui, eux, n'ont pas pris 3 cartons sur les 10 derniers matchs, mais qui ont eu un sursis sur des suspensions antérieures. Et donc, qui, eux aussi, ont un match avec sursis. Donc, s'ils prennent un carton, eux aussi peuvent être suspendus pour la finale Coupe de France. Donc, il s'agit de Tagliafico et de Maitland Niles. Donc, vous voyez que il faut fatalement se poser la question, parce que si vous ne faites pas jouer Benrahma, Lacazette, Nuama, Tolisso, par définition, on ne peut pas prendre de carton. Alors, on dirait parfois on prend un carton en étant sur le banc si on râle trop. Mais bon, là, ce serait quand même stupide, puisque on ne vous fait pas démarrer le match pour que vous ne preniez pas de carton et vous le prenez sur le banc. Là, ce serait vraiment une catastrophe. Bon, écartons cette hypothèse, et donc évidemment, se pose la question, faut-il faire jouer, ou tout du moins faut-il faire démarrer ces joueurs, parce que s'ils prennent un carton, ils ne seront pas là pour la Coupe de France. Alors on va voir ce qu'a dit Pierre Sage. Alors lui, il dit qu'une décision après discussion avec les joueurs a été adoptée, une stratégie a été adoptée, mais il n'a pas voulu la donner aux médias. Et il dit c'est un vrai risque de faire jouer ces joueurs, tout simplement parce que les adversaires savent qui sont sous la menace de cette suspension pour la Coupe de France, donc ils risquent sans doute de les provoquer, etc. Donc il va falloir régler ce problème, et c'est pour ça que moi je pense qu'il y a plusieurs des joueurs qu'on a cités qui ne vont pas débuter le match. Ils seront sur le banc avec la possibilité de rentrer en deuxième mi-temps. Il faudra qu'ils gardent leur nerf coûte que coûte. Il se trouve que ce sont des joueurs offensifs pour la plupart, donc à eux de faire ce qu'il faut pour ne pas prendre un carton stupide sur un tacle inutile ou sur une contestation arbitrale. Donc voilà une vraie stratégie, et donc j'en tiendrai compte quand je vais proposer ma composition d'équipe. Il a été interrogé sur le gardien de la Coupe de France, et là, il a dit quelque chose que je ne crois pas, je vous le dis tout de suite. Même Pierre Sage peut-être ne pas dire toute la vérité. Alors quand il dit, on va dire il joue un peu sur les mots, il dit aucune décision est prise, c'est-à-dire qu'en gros, si je dis que c'est Anthony Lopez qui va débuter et puis qui se casse une jambe lors des 2 prochains matchs, évidemment, je serai obligé de prendre une autre décision que celle qui a été prise initialement. Mais si on s'en réfère à ce qu'il a dit au moment où il a fixé l'objectif du top 7, il a dit que tous les matchs qui restaient jusqu'à la fin de la saison, les 7 matchs de championnat, amenaient vers l'équipe qui débutera lors de la Coupe de France. Donc, comme Lucas Perry n'a pas eu 1 minute de temps de jeu sur la période, je ne vois pas comment il pourrait être titulaire. Certains disent, mais ça, c'est une question d'interprétation. Déjà, certains pensent que Perry est meilleur que Lopez, donc il devrait jouer. Ce que je constate, c'est que Pierre Sage, lui, n'a absolument jamais hésité à sortir du 11 un joueur majeur, un cadre de l'équipe, même formé à l'OL comme Ryan Cherki, ou même un joueur qui était un cadre avant comme Lovren, ou même Tolisso, même si Tolisso a retrouvé du temps de jeu récemment. Donc je pense que si Pierre Sage était convaincu que Lucas Perry est un meilleur gardien qu'Anthony Lopez, il ne se serait pas gratté 5 minutes. C'est Lucas Perry qui débuterait les matchs. Donc si Lopez joue à l'heure actuelle, c'est un choix de Pierre Sage. Et d'ailleurs, certains m'ont fait remarquer, puisque dans la dernière vidéo avec Flavien, j'ai plutôt défendu Anthony Lopez, parce qu'effectivement, moi je ne comprends pas qu'on attaque un joueur quand les résultats sont bons, alors qu'on l'attaque quand les résultats sont pas bons, en lui attribuant une grande partie de la responsabilité. Donc un joueur qui est sur le terrain, il partage les beaux jours mais aussi les mauvais jours, mais quand les jours sont beaux, faut pas non plus écarter sa performance. D'ailleurs, ça nous fait nous interroger aussi peut-être pour la saison prochaine, parce que on se doute bien que notre ami John Textor, ami entre guillemets en ce qui me concerne, souhaite évidemment que Lucas Perry devienne le gardien numéro 1 de l'Olympique Lyonnais, mais est-ce que c'est la volonté de Pierre Sage dès lors qu'il ne l'a pas fait jusqu'à présent? Alors on me dira, Anthony Lopez, il est plus tout jeune, mais bon, c'est pas non plus un croulant Anthony Lopez. Il aura 34 ans au mois d'octobre, donc voilà, on parle pas d'un joueur qui est totalement cramé rôti.
Donc, écoutez, ce sera quand même intéressant de voir ce qui va se passer parce que moi je pense que Pierre Sage, il ne fait pas de cadeau, aux Lyonnais. Il met l'équipe qui, selon lui, est la meilleure. Alors peut-être que Anthony Lopez va partir, mais ce n'est pas du tout garanti. Certains partent du principe qu'Anthony Lopez est déjà parti. Rappelons qu'il lui reste une année de contrat avec un salaire extrêmement élevé. Je vois pas pourquoi il partirait à la limite. Surtout si lui, il se sent toujours, je dirais, performant. Et les décisions du coach vont dans ce sens. Alors on sait qu'un hommage lui sera rendu par les groupes de supporters lors du match de Strasbourg, mais moi je vous le dis, Anthony Lopez, il n'est pas encore parti. Donc ceux qui disent on va économiser des salaires cet été parce que Lopez va partir, moi je dis Anthony Lopez n'est pas encore parti. Et même si on lui dit c'est Lucas Perry qui sera titulaire, toi tu seras sur le banc, écoutez, je vois pas pourquoi il partirait. Il pourrait très bien aller jusqu'à la fin de son contrat, peut-être prendre sa retraite l'année suivante, puisque là, il aura 35 ans, ou alors demander à intégrer le staff, notamment le staff des gardiens, etc., etc. Donc, moi, je ne suis pas du tout certain qu'Anthony Lopez il va partir. Je rappelle qu'Anthony Lopez n'a jamais voulu quitter l'OL. À chaque fois qu'il y a eu des renégociations de contrat, il est resté. Je rappelle aussi que lui-même avait dit qu'il ne voulait plus aller en sélection portugaise parce qu'il n'était pas numéro 1. Donc il dit, plutôt que de faire banquette, je préfère rester avec ma famille à Lyon. Donc ceux qui voient Anthony Lopez partir, alors peut-être qu'il va partir, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout garanti. Et ce n'est pas, selon moi, garanti qu'il ne soit pas titulaire pour la finale de la Coupe de France, dès lors que Lucas Perry n'a pas du tout joué depuis 2-3 mois, enfin je ne sais pas exactement, mais ça fait quand même un petit moment, puisque même dans le dernier match contre Valenciennes, il n'a absolument rien eu à faire, donc difficile de dire qu'il est dans un rythme parfait, et là on va jouer quand même le Paris Saint-Germain. Alors certains voient une alternative en disant Anthony Lopez va débuter, et si on va au péno, c'est Perry qui rentre, pourquoi pas d'ailleurs. Je ne verrai aucun problème à cela, mais en tout cas la situation actuelle, c'est que le numéro 1 c'est Anthony Lopez, qui fait des boulettes comme tous les gardiens. Certains m'ont dit oui, mais tu oublies de dire qu'il est le gardien le plus mal noté de Ligue 1. Alors, c'est possible, comme je ne suis pas les notes de l'équipe et que moi-même je ne donne pas de notes aux joueurs. Ce que je constate malgré tout, c'est que de temps en temps, d'ailleurs, avant la conférence de presse de Pierre Sage, ils ont rediffusé notre match à Nantes. Je peux vous dire qu'Anthony fait des arrêts très importants. Et les 3 points pris à Nantes jouent aussi dans notre classement actuel. Je ne cherche pas spécialement à le défendre, je constate simplement que Anthony Lopez est titulaire. Et moi, je pense qu'il sera aussi titulaire lors de la finale de la Coupe de France. N'hésitez pas évidemment à me dire ce que vous pensez sur ce sujet. Alors, pour en revenir brièvement au carton, et on lui a demandé à Pierre Sage est-ce que ça pouvait influer la manière de jouer des joueurs, parce que finalement, vous vous dites, si je suis sous le coup d'un carton, je vais peut-être pas m'engager autant, je vais peut-être laisser passer un mec plutôt que de faire faute et prendre un risque. Donc lui dit, on ne sait pas trop, ça peut influer dans les deux sens, hein, c'est-à-dire que on ne peut pas anticiper. Les joueurs, en plus, quand ils sont dans leur match, ils sont dans leur match. Bon, moi, de toute façon, je pense qu'il y aura des rotations. Alors, on est revenu sur le match de Lille. Et quelqu'un lui a dit, et d'une certaine manière, c'est la question que je pourrais poser à Pierre Sage, cette situation de remontada ne peut quand même pas se dérouler à tous les matchs. Donc, il va quand même falloir solutionner le problème défensif. Alors, je l'ai dit dans le débrief, j'ai pris mon parti du fait qu'on avait une défense médiocre, avant-dernière du championnat quand même, et que va falloir vivre avec ça jusqu'à la fin de la saison. Espérons que ça ne nous pénalise pas trop. Alors lui, il a dit, c'est évident, notre vie ne peut pas se situer dans une situation, excusez-moi pour la redondance, de revenir systématiquement au score. D'ailleurs, il était plutôt content parce que finalement à Monaco, même si on en prend un but tout de suite, c'est quand même nous qui menons l'essentiel du match.
Donc lui, évidemment, il aimerait bien qu'on prenne moins de buts. Et il l'a dit clairement, on doit encaisser moins de buts. Alors c'est bien de le dire, maintenant il faut le faire, et notamment ces buts sur coup de pied arrêté où on n'est pas assez présent sur le marquage. Le nombre de buts qu'on a pris là, sur des erreurs de marquage, c'est un truc de fou. Alors, quand c'est dans le jeu, c'est un petit peu différent parce que vous avez beaucoup de joueurs qui bougent, etc. Mais quand vous êtes au marquage sur des coups de pied arrêtés, au moins faut être sur votre mec, surtout quand c'est quelqu'un qui vous a déjà mis un but en première mi-temps. On va quand même pas le laisser libre une deuxième fois, et ben pourtant c'est ce qu'on a fait. On ne va quand même pas laisser libre Anthony Mounier, Steve Mounier sur un coup franc, et pourtant c'est ce qu'on a fait. Bref, je rappelle d'ailleurs que bien qu'on ait O'Brien à 1,97, bien qu'on ait Kaletachar à 1,94, bien qu'on ait Matic à 1,94 ou 95, eh bien on est l'équipe en France, tenez-vous bien, qui prend le plus de buts de la tête. 15 buts de la tête depuis le début de la saison, c'est quand même un truc de fou. Et pourtant, on a de la taille, donc ça veut dire que parfois, il y a un manque d'agressivité, il y a un manque de jugeote, hein, faut pas se cacher derrière son petit doigt, et puis évidemment des erreurs de placement. Donc, il va falloir remédier à cela. Néanmoins, ce qu'apprécie Pierre Sage, eh bien, c'est cette capacité de passer d'un état, finalement, où on est un peu au 36e dessous parce qu'on est mené, à pouvoir switcher immédiatement dans une démarche de conquête. Et donc ça, c'est quelque chose évidemment de très plaisant. Souvent, il faut bien dire, initié par les entrants. Donc ça, c'est évidemment une richesse. D'ailleurs, certains, c'est un débat que j'ai eu avec Flavien lors du débrief, certains pensent que c'est même une tactique de la part de Pierre Sage que de fatiguer l'adversaire pour pouvoir le trucider en deuxième mi-temps. Et donc certains lui ont dit qu'est-ce qu'il y a de rationnel et qu'est-ce qu'il y a d'irrationnel dans toutes ces remontadas. Je vous rappelle qu'on est l'équipe qui prend le plus de points après avoir été menée, et notamment en deuxième partie de saison, puisqu'en première partie de saison, dès qu'on était mené, c'était fini. Eh bien, lui, il dit que ce qu'il y a de rationnel là-dedans, eh ben, c'est cette capacité à retourner les matchs et cette conscience qu'on peut le faire. Et c'est vrai, notamment dans le match de Lille, on revient 2 fois à égalité. Alors vous me direz, la deuxième fois, on reprend un but rapidement, mais quand on revient à 3-3, on aurait pu dire, on ferme la boutique, on ramène un point, c'est déjà pas si mal, on était mené 2 fois, et une fois de 2 buts. Donc on va sécuriser ce point. Et ben non, on est allé chercher les 3 points. Et donc ça, évidemment, ça en dit beaucoup sur l'état d'esprit d'aujourd'hui de notre équipe. Et il a employé une petite image assez marrante, puisqu'il a dit quand on est dans le trou, eh bien, apparaissent toujours des branches auxquelles on peut se raccrocher. Donc une petite métaphore bucolique pour notre ami Pierre Sage. Mais effectivement, ça ne pourra pas durer. Donc je pense effectivement, de toute façon, cette saison, c'est mort. Et on sait très bien qu'on va devoir faire avec les mecs qu'on a. Mais je pense que ce sera vraiment une priorité du mercato que d'améliorer la qualité de nos défenseurs à tous les postes défensifs. Bon, il y a eu quelques petits autres sujets, mais bon, sans grand intérêt. Donc je vais passer rapidement là-dessus. Il a noté que malgré tout, Clermont-Ferrand est une équipe qui avait fait évoluer son style de jeu vers un jeu plus direct, alors qu'avant c'était une équipe qui aimait bien un peu le beau football. D'ailleurs, leur entraîneur était loué dans les médias pour cela. Et maintenant, ils ont un jeu plus direct, mais Pierre Sage dit qu'on a observé quelques petites choses pour les mettre en difficulté, et on a beaucoup travaillé dessus cette semaine. Donc bon, écoutez, je crois qu'après tout ce qu'on a fait, 9 points sur 12 et pas 12 points sur les 4 derniers matchs face au Gros, comme je l'ai dit dans le débrief à 2 reprises, et je m'en excuse, mais c'est vrai qu'on a pris 9 points sur 12 face au Gros. On va pas non plus se tirer une balle dans le pied, notamment face à Clermont, qui joue son maintien, donc qui a quand même la nécessité de prendre des points. Donc c'est à nous de leur mettre rapidement la tête sous l'eau pour s'en sortir tranquillement. Puisqu'on parle de Clermont, ça m'a paru amusant de vous montrer notre composition d'équipe lors du match aller pour voir à quel point elle a changé. Alors ce qui reste pareil, c'est Anthony Lopez, mais bon, de toute façon Perry n'était pas encore là.
Donc défaite 2-1 de notre part, une défaite 2-1 avec une action, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur le premier but d'un joueur de Clermont qui contrôle le ballon avec ses 2 bras, but marqué dans la foulée, et malgré l'existence de la VAR, but validé, donc quand même un truc absolument cataclysmique, mais bon, l'arbitrage en France dans cette saison est quand même assez calamiteux. Donc on avait Henrique à gauche, on avait Lovren et O'Brien en défense centrale, puisque c'était sous Fabio Grosso et que Caleta-Car était mis à la cave. Clinton Mata était présent, Cacré déjà, Akuoku, et oui, qui fait toujours partie de l'effectif, on a du mal à le croire, mais c'est la vérité. Maitland Niles utilisé au milieu de terrain. Était-ce une bonne idée? Visiblement non. Jeffinho, donc reparti à Botafogo pour un prêt d'1 an. Lacazette et Ryan Cherki en ailier droit. Donc évidemment, on va s'orienter vers quelque chose de totalement différent. Et moi, je vais vous proposer ma petite compo d'équipe. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut. Moi, je suis parti du principe que un certain nombre de joueurs comme Lacazette, comme Nuama, comme Benrahma, qui sont sous la menace d'un carton, eh ben, ne devaient pas débuter le match. Idem pour Tagliafico, donc j'ai agi pour mettre des joueurs qui n'avaient pas cette menace sur la tête. Il y a Tolisso également. Donc je partirai en 4-3-3, puisque de toute façon on sait que notre coach préfère ce système, 4-1-4-1, 4-3-3, appelez-le comme vous voulez, avec Lopez dans les buts, avec Henrique, Caleta-Car, O'Brien et Maitland Niles du côté droit. Après, si on met Clinton Mata, ça ne me gêne pas. Matic, donc devant la défense, avec Mangala et Cacré. Mangala et Cacré qui sont capables aussi d'apporter un surplus offensif. D'ailleurs, j'invite tout le monde à revoir le match de Mangala, puisque moi j'étais un peu étonné, puisque j'ai entendu beaucoup de monde critiquer Mangala sur son entrée. J'ai revu le match. Par plaisir, enfin le match, la deuxième mi-temps, donc au moment où Mangala est rentré, et vous verrez qu'il fait quand même un bon match. Alors oui, il est responsable sur le marquage de Diakité, sur le 3-2, mais sinon il apporte moi ce que j'attends de Mangala, donc je ne suis pas moi personnellement déçu de sa rentrée. Je propose Cherki à droite, mais bon, on pourrait éventuellement mettre Nuama, qui a finalement peu de chances de prendre un carton, et puis après tout, s'il prend un carton, écoutez, il sera suspendu, on ne va pas se flageller pour ça. Je mets Mama Baldé en numéro 9 et Malik Fofana, un peu la nouvelle star de notre équipe, qui d'ailleurs avait joué dans le match contre Nantes qui a été montré donc, par l'OL Play avant les conférences de presse et qui avait marqué un but, qui avait été aussi à l'origine du deuxième but de Lacazette. Bref, un joueur qui vraiment me plaît énormément et je pense que je ne suis pas le seul. Sa polyvalence, pas capable d'évoluer à droite, à gauche, même en piston, mais aussi sa qualité technique, sa détermination, lui, c'est vraiment une superbe recrue. Et donc je vais terminer par un petit tableau sur les calendriers des uns et des autres pour essayer d'envisager à quelle position va finir l'Olympique Lyonnais. Voilà alors ce petit tableau qui est bien moche, je veux bien vous l'accorder, mais qui est fonctionnel. Donc on a la situation actuelle avec Nice 5e, Lens 6e, Lyon 7e, Rennes 8e, Marseille 9e. Notons que Nice et Marseille ont un match en moins, ce qui évidemment est très important. Et donc j'ai essayé d'envisager le nombre de points qu'allaient prendre ces équipes face à leurs adversaires restants dans cette compétition. Donc, je pense que Nice va gagner face au Havre. Je pense qu'ils peuvent prendre un point face au Paris Saint-Germain. Après, ils peuvent très bien prendre 0, mais bon. Et à Lille, je ne les vois pas gagner. Ce sera le dernier match de la saison. Je pense que les Lillois auront envie de partir en beauté. Lens, que je ne vois pas gagner à Rennes, mais battre Montpellier. Donc, Nice passerait de 51 à 55 points et Lens de 49 à 52. Alors je nous vois gagner les 2 matchs. J'espère qu'on va le faire. Vous le voyez qu'en différence de but, évidemment, on est là moins bien loti des 5 équipes. Et donc, je nous vois finir à 53 points. Quel retournement de situation. Je rappelle qu'on avait 7 points après 14 journées de championnat. Donc là, on a toutes les chances carrément de finir meilleure équipe de Ligue 1 sur la deuxième partie de saison. Rennes, qui a 45 points, va recevoir Lens. Donc, je les vois battre Lens.
ils prendront 3 points et faire éventuellement un match nul à Reims. Mais même s'ils gagnent et que nous on gagne nos 2 matchs, de toute façon, on n'est pas concerné. Marseille devrait battre Lorient, hein, dernier ou avant-dernier du championnat. 1 point à Reims, ce serait déjà pas mal. Et ensuite, une victoire au Havre, mais qui n'est pas du tout garantie, puisque le Havre joue son maintien. Et que Marseille, mine de rien, va devoir enchaîner quasiment 4 matchs en 10 jours. Donc autant vous dire que les victoires, elles ne sont pas garanties. Du coup, je nous vois finir donc à 53 points. Je vois Nice finir à 55, ce qui fait que, vous le voyez sur le dernier chiffre en bas, que je vois Nice finir 5e, l'OL finir 6e, figurez-vous, donc accrocher l'Europa League, ce qui nous permettrait de nous enlever toute pression avant la finale et de la jouer en se donnant à fond sans penser à demain. L'impression de citer des paroles d'une chanson populaire. Lens finirait 7e dans ce scénario, Marseille 8e et Rennes à la 9e place. Donc voilà ma prédiction. Alors évidemment, ce n'est pas scientifique, hein, c'est un ressenti. Je pense que ça tient la route, hein, mais bon. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire à quelle place, sachant qu'il reste 2 à 3 matchs pour les différentes équipes, à quelle place vous voyez finir l'Olympique Lyonnais. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. On se retrouvera évidemment dimanche en live. Et d'ailleurs, on suivra les résultats des autres équipes, puisque beaucoup d'équipes vont jouer en même temps que nous. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt, et notamment dimanche, pour la retransmission live. Merci, au revoir.